Nous sommes le 26 avril 1986. L'Est et l'Ouest sont séparés par le rideau de fer. La ville soviétique de Tchernobyl a été touchée dans la nuit par l'explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire Lénine. De grandes quantités de radioactivité se sont répandues dans l'atmosphère. Mais le monde n'en sait rien encore. L'URSS se tait. Imperceptiblement, le nuage se dirige en direction de la Scandinavie. Le 28 avril, 2 jours après la catastrophe, on mesure un taux de radioactivité anormalement élevé dans la centrale de Forsmark, à 100 km au nord de Stockholm. Le village est aussitôt évacué. Mais les Suédois comprennent vite que Forsmark n'est pas à l'origine du problème. Ils tirent la sonnette d'alarme. L'Union soviétique ne peut plus continuer à passer l'accident de Tchernobyl sous silence. En début de soirée, l'agence soviétique TASS publie une première dépêche. Une avarie s'est produite dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, explique-t-on dans un style lapidaire. En France et en Allemagne, les dirigeants politiques sous-estiment dans un premier temps l'ampleur des dégâts. Le 29 avril, 3 jours après le drame, l'ex-président français Valéry Giscard d'Estaing s'exprime ainsi au journal de 20 heures. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population. Le même soir, le ministre de l'Intérieur ouest-allemand Friedrich Zimmermann déclare: Eine Gefährdung besteht nur in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometer den Reaktor herum. Dort ist sie hoch. Wir sind 2000 Kilometer weg. Dans la même nuit, le nuage arrive en Allemagne. L'Allemagne de l'Ouest constate une hausse de la radioactivité sur son territoire, et cela en plusieurs endroits. Des mesures sont prises pour protéger la population. Décontamination des voitures venant de l'Est aux postes frontières, contrôle du taux de radioactivité des produits alimentaires, fermeture des terrains de jeu. Difficile cependant de s'entendre sur les valeurs limites. La confusion est grande. Les Verts sont particulièrement critiques. Les écologistes sont représentés au Bundestag à Bonn depuis 1983. Joschka Fischer, ministre de l'Environnement du Land de Hesse, monte au créneau. Die Empfehlung, 500 Becquerel pro Liter Milch radioaktives Jod zuzulassen, würde bedeuten, dass mit 1 Liter Milch ein Kleinkind oder ein einjähriges Kleinkind nahezu das Doppelte der ansonsten zugelassenen Jahresdosis von 90 Milligramm erreichen würde. Wir halten das nicht für verantwortbar. Les chrétiens démocrates à la tête du gouvernement fédéral voient les choses autrement. Wir haben noch einmal festgestellt, dass nach der Einschätzung aller beteiligten Ressorts und auf der Grundlage der Beratung durch die Sachverständigenkommissionen, dass es zu keiner Zeit eine Gefährdung unserer Bevölkerung gegeben hat und dass eine solche Gefährdung auch nicht besteht. Qui croire? En Allemagne de l'Ouest, des milliers de parents inquiets manifestent contre le nucléaire. En Allemagne de l'Est, par contre, toute cette agitation n'est ni plus ni moins que de la propagande anti-soviétique. Tandis que l'Allemagne de l'Ouest détruit ses propres récoltes et gèle les importations de denrées alimentaires en provenance du bloc de l'Est, les magasins de l'Allemagne de l'Est, habituellement vides, croulent exceptionnellement sous les produits. C'est que les salades est-allemandes, jusqu'ici destinées à l'Ouest, ne trouvent plus preneur. Elles sont donc mises en vente sur le marché local. Mais ici aussi, les légumes restent sur les étals, car de nombreux Allemands de l'Est ont été informés du danger par la télévision ouest-allemande. Pour éviter le gâchis, les autorités ordonnent alors de servir cette bonne salade dans les cantines scolaires. Le 6 mai 1986, 10 jours après l'explosion, les cyclistes professionnels de l'Allemagne de l'Est participent à la course de la paix, le Tour de France du bloc de l'Est. Le départ est donné à Kiev, à 130 km au sud de Tchernobyl. La plupart des pays occidentaux ont préféré déclarer forfait, à l'exception de la Finlande et de la France. C'est que, en France, les instances officielles ont nié dès le départ l'existence d'un danger. Un seul mot d'ordre, pas de panique.
Pierre Pellerin, responsable de la sûreté nucléaire, déclare juste après la nouvelle de la catastrophe: Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Pourtant, le 30 avril, soit 4 jours après le drame, le nuage radioactif est arrivé aussi en France. L'opinion publique française n'en est cependant pas informée. Et même dans les médias, ce soir-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Vous avez vu le gros panneau stop? Mais oui, l'anticyclone des Açores a tout simplement empêché le nuage de franchir la frontière. Dans un communiqué du 6 mai, le ministère français de l'Agriculture précise par ailleurs: le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. Pas de nuages radioactifs, pas de mesures de protection pour la population française. Les journalistes français s'en étonnent. À ma droite, à 200 mètres à peine, Strasbourg. Aucune consigne de sécurité depuis l'accident de Tchernobyl. À ma gauche, à 200 mètres à peine, Kehl, en Allemagne. Là, les consignes de sécurité sont très strictes. Voici une salade cultivée à l'air libre dans la région. Je me trouve à la frontière entre la France et l'Allemagne. De ce côté-ci, c'est la France et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation car trop chargée en particules radioactives. Elle est par conséquent interdite à la consommation. Le nuage radioactif s'est-il effectivement arrêté à la frontière française? Évidemment non. Le 12 mai, soit 16 jours après la catastrophe, Libération titre « Le mensonge radioactif ». Les pouvoirs publics en France ont menti. Le nuage radioactif de Tchernobyl a bien survolé une partie de l'Hexagone. Ainsi, les Français n'ont-ils appris que 2 semaines après les Allemands que le nuage radioactif survolait leur pays et qu'il n'était pas épargné. Cette désinformation poussera un groupe de scientifiques critiques à créer la CRIRAD, un institut de recherche indépendant qui se consacrera dorénavant à débusquer les mensonges de l'État et du lobby nucléaire français et à informer la population sur les dangers de l'énergie nucléaire. Ainsi donc, lors de l'accident de Tchernobyl, l'État français s'est rangé clairement derrière l'industrie nucléaire. Qui s'en étonnera? À l'époque, la France a déjà près de 20 réacteurs en service et de nombreux autres sont en construction. Il faut dire que la France est le berceau du nucléaire. C'est ici qu'Antoine-Henri Becquerel a découvert la radioactivité en 1886. C'est ici aussi que Marie et Pierre Curie ont étudié les phénomènes de radiation. Après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle dote la France de l'arme nucléaire. Au début des années 70, l'énergie nucléaire s'impose aussi dans le domaine civil. La crise du pétrole aidant, la France s'ouvre à l'ère du tout nucléaire. C'est alors que survient l'accident de Tchernobyl, qui contrarie violemment ce choix politique. Que reste-t-il 40 ans après la catastrophe de Tchernobyl? 58 réacteurs couvrent toujours près de 70% de la production énergétique française. L'Allemagne, en revanche, poursuit sa sortie du nucléaire depuis l'accident de Fukushima en 2011. En 2023, elle a fermé ses 3 derniers réacteurs.